Merci Erika. Bonjour à tous. Alors, j'ai 20 minutes pour vous faire un panorama des approches probabilistes dans le domaine de la géotechnique. La probabilité que j'y arrive, elle est assez faible dans le temps imparti, mais je vais essayer quand même. Pourquoi est-ce que c'est intéressant de parler d'approche probabiliste dans le domaine de la géotechnique? Parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes dans la géotechnique, sur les paramètres des sols, sur le niveau de la nappe, sur les charges, sur le phasage des travaux, sur la variabilité spatiale des paramètres, etc. Donc là, j'ai repris un petit tableau où on voit les différents coefficients de variation de différents paramètres. On voit qu'on est vite à 10, 20, 30, 40% suivant les paramètres. Alors, comment est-ce qu'on peut dormir, nous ingénieurs? On peut prendre les approches traditionnelles, déterministes, calculer des facteurs de sécurité, ou on peut prendre l'approche probabiliste et puis calculer des probabilités de défaillance. Le PF, il est pour Probability of Failure. Alors, facteur de sécurité ou probabilité de défaillance, moi, il y a une petite image de Suzanne Lacasse que j'aime bien, qui montre que c'est pas parce qu'on a avec des paramètres, alors est-ce qu'ils sont moyens, est-ce qu'ils sont caractéristiques, est-ce qu'ils sont d'émotionnement, mais disons, avec un petit facteur de sécurité mais peu d'incertitude, on peut avoir moins de probabilité de défaillance qu'avec un grand facteur de sécurité mais une grande incertitude. Et on va voir en fait évidemment que quand on parle d'analyse de risque, le risque il est directement proportionnel à cette probabilité de défaillance. Donc c'est vraiment important de pouvoir définir cette probabilité de défaillance. Donc une petite recette de cuisine pour appliquer l'approche probabiliste aux éléments finis, vu que c'est ce que j'aime bien faire. On va d'abord définir les quantités d'intérêt. Est-ce qu'on est intéressé par un facteur de sécurité, par un tassement, par un moment de flexion? On va définir l'input sous forme probabiliste, donc on ne va pas prendre une seule valeur prudente ou caractéristique ou de dimensionnement, etc. On va définir cet input probabiliste sous forme de distribution de probabilité. Donc elles peuvent être gaussiennes, log normal, uniforme, etc., etc. Et puis donc cet input, on peut parler de paramètres des sols, de niveau de la nappe, de charge, etc. Et puis après, on va lancer quelques dizaines de calculs éléments finis, parce que même si nos logiciels ils sont performants, ça va être compliqué de faire du Monte Carlo en lançant 100 000 calculs. Ou alors disons, il faut avoir un ordinateur vraiment très très performant. Peut-être quand on aura les ordinateurs quantiques, ça sera possible. Pour le moment, c'est pas possible. Sur la base de ces quelques dizaines de calculs, on peut faire, ça peut être très intéressant de faire une analyse de sensibilité pour se rendre compte quelles sont les variables d'input qui sont les plus impactantes sur les résultats qui nous intéressent. Et puis du coup, on peut réduire la dimension de cet input probabiliste. Puis après, il y a le truc magique, c'est qu'on va créer un métamodèle. Manuel, il a parlé tout à l'heure aussi de surrogate modeling, qui est une sorte d'équation polynomiale qui apprend ou qui approxime le comportement du modèle LFINI sur la base de ces quelques dizaines de simulations. Et après, on va pouvoir lancer 100 000, 1 million de réalisations à l'aide de ce métamodèle, et donc faire après une analyse de sensibilité, de fiabilité, pardon, et donc calculer une probabilité de défaillance, par exemple avec la méthode de Monte Carlo. Maintenant qu'on a le métamodèle, on peut lancer beaucoup de cas, donc on peut tout à fait utiliser la méthode de Monte Carlo standard, je dirais. Et puis on a encore la cerise sur le gâteau. Si l'approche probabiliste c'est le gâteau, l'approche bayésienne c'est la cerise sur le gâteau, on va pouvoir utiliser des informations en cours de travaux, par exemple, pour affiner la probabilité de défaillance en affinant en fait les distributions de probabilité de l'input. Je vous résume ça sous forme d'un petit schéma ici. Les variables d'entrée sous forme de densité de probabilité qu'on fait passer à travers le modèle. Ça peut être une équation, ça peut être un modèle aux éléments finis. Les résultats qui eux aussi vont être probabilistes. Et donc, une fois qu'on a les résultats sous forme probabiliste, on peut aussi définir des seuils et définir des probabilités de dépasser ces seuils dans un sens ou dans l'autre. Un exemple vaut mieux parfois que beaucoup de mots. Donc, je vous montre ici un exemple d'une fouille à proximité d'un bâtiment sensible dont les ingénieurs structures nous ont dit qu'il ne fallait pas que le tassement dépasse 35 mm. Ok, très bien. Vous avez ici la coupe, vous voyez que c'est une petite fouille d'à peu près 5 mètres de profondeur. Elle est butonnée, vous avez des pales planches, vous avez des paramètres géomécaniques qui sont donnés par le géotechnicien. Un modèle qui va nous permettre d'estimer en particulier
la déformation de l'écran, le moment maximum, est ce qui nous intéresse ici en premier lieu, c'est-à-dire le tassement à l'arrière de la fouille, avec, vous voyez ici, avec des valeurs moyennes. On a à peu près 25 mm de tassement, donc on pourrait se dire, ok, ben on est tranquille, on est loin des 35 mm. Une petite étude de sensibilité, comme je vous disais tout à l'heure, pour l'illustration de l'exemple que je vais vous présenter maintenant, on se rend compte que c'est le module, l'angle de frottement du premier sol, le module du deuxième et l'angle de frottement du deuxième sol qui sont les plus impactants. Donc c'est ces trois paramètres que je vais définir comme probabilistes. Vous voyez ici que la première chose que je vais faire, c'est définir ma quantité d'intérêt. Ma quantité d'intérêt, c'est le tassement qui doit être inférieur à 3 mm et demi. Vous le voyez ici. Et puis après, je vais définir pour les différents sols les trois variables probabilistes que j'ai envie d'introduire. Donc l'angle de frottement du premier sol, qui est là, le module de déformabilité du deuxième, et puis l'angle de frottement du deuxième. Donc ça se fait de manière assez simple en définissant une valeur moyenne et un coefficient de variation, ou bien un écart type. Donc vous voyez maintenant que j'ai défini. Toute la question qui peut se poser, c'est comment est-ce qu'on définit justement ce coefficient de variation? Alors, soit on discute avec le géotechnicien, soit il y a des valeurs qui proviennent de la littérature. On sait a priori que l'angle de frottement, il est relativement bien caractérisé par les essais, la cohésion un petit peu moins, et puis les modules de déformation encore moins. Et puis après, on va lancer mes quelques dizaines de calculs. Alors ici, je vais un petit peu avancer. Donc là, j'ai mon logiciel ZSoil qui tourne, et puis qui tourne, et puis qui tourne. Et puis finalement, on arrive, je crois, au bout de 7 minutes, quelque chose comme ça, à ma 25e réalisation. Donc, j'ai simplement lancé ces réalisations avec mon logiciel. Et ça va me donner d'une certaine manière une table avec les valeurs d'input ici, phi, e, etc. Et puis les valeurs d'output et en particulier mon tassement. Sur cette base-là, maintenant, je peux créer mon métamodèle qui va donc être cette équation polynomiale qui approxime le comportement en apprenant. On peut aussi parler d'apprentissage supervisé, un petit peu comme dans le deep learning. Et sur cette base-là, mon métamodèle, dont on peut apprécier la performance, ici mon métamodèle, il est relativement précis par rapport à mon modèle aux éléments finis. Sur cette base-là, maintenant, je vois que la probabilité de dépasser 35 mm, elle est de 1%, à peu près. Ok, très bien. Et puis, je peux refaire une analyse de sensibilité pour contrôler qu'effectivement, le paramètre le plus influent, ça reste le module E de la deuxième couche. Vous voyez, il n'est pas très élevé, ce module E. Hein. Maintenant, donc, la cerise sur le gâteau, c'est quoi? L'analyse bayésienne, c'est en fait utiliser des informations qu'on a pendant le chantier. Par exemple, quand on vient creuser juste au-dessous de l'étai, on va mesurer avec un inclinomètre un déplacement de, ici, 2 cm. À la base, avec les paramètres a priori, on avait plutôt 2,4 cm. Vous voyez le prior ici de 2,4 cm. Donc on est en train d'apprendre que ça se passe mieux que prévu. C'est normal, les géotechniciens, ils sont toujours assez prudents, on va dire. Donc maintenant, sur cette base-là, il y a toute une inférence qui va pouvoir se faire, et pour mettre à jour les distributions d'input de phi 1, de E du deuxième sol et de phi 2. Et ce qu'on espère, d'une certaine manière, c'est que sur la base de cette nouvelle information, on va réduire l'incertitude sur les paramètres d'entrée. On va le voir tout à l'heure, ça marche pas toujours, mais c'est-à-dire, ça marche toujours. Par contre, des fois, suivant imaginons qu'on ait mesuré 5 cm, par exemple, ici au lieu de 2, bah, ça va être un petit peu plus compliqué. Mais en l'occurrence, ici, effectivement, on va mettre à jour, puis vous voyez maintenant que, par exemple, mon angle de frottement, il est un petit peu différent, puis il est plus qu'à plus ou moins 6% au lieu de 10%. Et puis mon E, il est à 1600 au lieu de 1500, puis plus ou moins 16% au lieu des 20%, etc., etc. Ça veut dire que maintenant, on peut relancer 25 calculs, et puis je vais me placer à 15 et quelques, là, voilà. Tac. Je relance mes 25 calculs avec les nouvelles distributions d'input, et donc mon output
ma probabilité de dépasser 3,5 cm, elle va être différente aussi, forcément, parce qu'on aura tiré des nouveaux points sur la base du nouvel input. Donc là, maintenant, si j'essaye de regarder de définir la nouvelle probabilité de dépasser mon tassement de 3,5 cm, avant on était à 1%, maintenant on est à 5 fois 10-5. Et ça va se constater de manière assez claire sur le plot qui va suivre. Vous voyez que maintenant, finalement, la probabilité d'avoir notre déplacement qui dépasse 3,5 cm, a posteriori, elle est quasi nulle. Donc ça, c'était pour vous illustrer sur un modèle extrêmement simple, mais qui est tout de même issu d'une fouille réelle. Hein. Par contre, ça reste un modèle un petit peu académique. Même chose, cette fois, sur un cas beaucoup plus complexe, on va dire, c'est une grande fouille dans la région genevoise, et puis on voit qu'on a des critères sur le déplacement du mur, sur le tassement d'un collecteur qui se situe à proximité de la paroi moulée. Si je fais une coupe là à travers, en fait, ce que j'ai, c'est un trou d'à peu près 18 mètres dans les sols genevois. Les sols genevois, il y en a beaucoup qui les connaissent par ici. C'est pas toujours des très bons sols, et en particulier cette grosse couche-là, c'est pas un très très bon sol. La question qui se pose, c'est que quand on a fait le dimensionnement classique, je dirais, se posait la question, est-ce qu'il fallait mettre un 4e rang d'été quand on arrivait là en bas, parce qu'on était un peu à la limite avec les différentes hypothèses qu'on faisait. Alors, on a proposé de faire cette approche probabiliste et bayésienne, c'est-à-dire qu'on a identifié les 3 variables qui étaient les plus impactantes, en l'occurrence l'angle de frottement et le module de la mauvaise couche et puis la pression d'eau. On les a fait passer à travers un modèle, ici c'est un modèle tronche 3D, et puis on a regardé qu'est-ce qui se passait avec le résultat, c'est-à-dire le résultat principal, le tassement du collecteur qui ne devait pas dépasser, selon les ingénieurs, 20 mm. Donc, on a commencé par prédire le déplacement du mur en fonction des valeurs moyennes des variables a priori, puis après, petit à petit, on a commencé à creuser. Et puis, on a mesuré. Donc là, vous avez la mesure. Sur la base de cette mesure, on peut mettre à jour les variables d'input. Et donc, on peut prédire ce qui va se passer a priori. Vous voyez qu'on a mesuré un peu moins que ce qu'on avait prédit. Du coup, forcément, on prédit toujours un petit peu moins. Et à partir de là, on peut aussi mettre à jour les probabilités sur les résultats. Et en particulier, si on regarde le déplacement, le tassement du collecteur, on se rend compte qu'on a déjà beaucoup moins de chances de dépasser les 20 mm qu'au début. Après, il faut faire attention parce qu'on a continué à mesurer, puis finalement, on s'est rendu compte que ça ne se passait pas si bien que ça. Donc ça peut repartir dans l'autre sens. C'est ça qui est intéressant. On est revenu finalement se rapprocher des 20 mm ici, etc., etc. Et quand on est arrivé en dessous du 3e été, au moment où il fallait décider de mettre le 4e ou pas, on s'est rendu compte que la probabilité de dépasser les seuils, elle était quasiment de 10-5 pour les 3 critères, pour le moment de flexion, pour le tassement du collecteur, pour le déplacement horizontal du mur. Ça nous a permis d'économiser d'une certaine manière ce dernier rond d'été. Et puis la mesure finale, on voit qu'au niveau du ventre, elle est extraordinairement bonne. On voit qu'elle est moins bonne là en haut, ça s'explique. Je n'ai pas le temps de vous expliquer maintenant, mais je vous explique au café si vous voulez. Un petit peu de pub. On veut introduire cette approche probabiliste dans ZSoil 2025 de manière à ce que tout le monde puisse l'utiliser. Donc, on pourra faire des analyses de sensibilité et de fiabilité. Et puis, on pourra aussi utiliser cette approche bayésienne. On va développer une interface utilisateur dédiée à l'intérieur de ZSoil. Tous les algorithmes, tous les métamodèles que vous voyez ici, en fait, ils sont utilisés. C'est une boîte à outils qui s'appelle UQLab et qui est développée à l'ETH par le professeur Sudray et son équipe. Et puis, notre idée, c'est que tout ça, ça soit disponible à la fin 2024. Si vous voulez venir en discuter avec nous à la pause, c'est avec grand plaisir. Vous avez ici quelques premières images de l'interface utilisateur dédiée, en l'occurrence. Voilà. J'aime bien finir mes talks sur les probabilités là-dessus. L'incertitude est un état mental désagréable, mais la certitude est ridicule.
Et puis, j'aimerais remercier un tas de monde qui m'ont permis soit de développer ces méthodes numériques chez Geomod, chez Geodev, soit sur le calcul principal que je vous ai présenté là dans la fouille genevoise, ou soit aussi les personnes qui m'ont aidé à l'école, chez ZSoil et chez UQLab. Merci beaucoup.